1944. L'Allemagne subit la plus terrible des punitions. Les Américains le jour, les Anglais la nuit, déversent 1 tonne de bombes à la minute. Göring a eu beau dire il y a longtemps, aucun avion ennemi ne survolera jamais le Reich. Cela n'est plus qu'une devise ironique, peinte sur les bombardiers anglais. Chaque nuit, cet Avro Lancaster allait déverser sa cargaison sur Berlin et les villes allemandes. Et quelle cargaison! Le mécanicien de cet avion, Ted Willoughby, est là pour donner l'échelle et faire les présentations. Celle-là, c'est une bombe de 5 tonnes, à haut pouvoir explosif. Elle mesure 5 mètres de long. De l'autre côté, vous allez voir la bombe de 10 tonnes. Elle avait été conçue par Sir Barney Wallis. Sir Barney Wallis, un génie de la destruction. Il aura passé sa vie à dessiner minutieusement, avec tout ce que l'intelligence humaine est capable de donner, les instruments de mort les plus terrifiants. Son chef-d'œuvre, la bombe qui va détruire les barrages de la Ruhr et inonder le centre industriel de l'Allemagne. Une bombe ricochet, très efficace. La bombe de 10 tonnes, elle, c'est le blockbuster, ce qui veut dire que d'un seul coup, tout un bloc d'immeubles est pulvérisé. 1 500 000 tonnes d'explosifs furent déversées pendant la guerre sur l'Allemagne. Les Alliés ont dépensé pour les amener, ces bombes, plus de 60 milliards de litres d'essence. Mais le bombardement stratégique, en cette guerre comme dans d'autres, a-t-il été utile? La destruction de Hambourg et de Dresde a-t-elle hâté la fin de la guerre? Et les usines allemandes, écrasées par les tapis de bombes, enterrées, dispersées, elles produisent en 44 et 45 à peu près 3 fois plus d'avions, de chars et de canons qu'en 1940. Jamais pourtant, le doute n'a effleuré le grand prêtre des bombardements, le maréchal de l'air Harris, surnommé Bomber Harris, Harris la bombe. Et les hommes, les pilotes, les navigateurs, les bombardiers, avaient-ils des doutes? Certainement pas. C'est une idée récente, anachronique, que le remords des guerriers. Ils faisaient la guerre et attaquaient Hitler. Ils ne pensaient qu'à une chose, survivre. La RAF et l'US Air Force perdront plus de 100 000 aviateurs. Alors le principal, c'était de revenir. Ils sont revenus, eux, avec cet avion. Ce sont les 3 survivants de l'équipage de ce Lancaster. Harry, Steve, Walter. Chaque soir, ils partaient en mission ensemble. Chaque soir, ils gravissaient l'échelle du POS, leur Lancaster à eux. Chaque soir, ils avaient la même appréhension. Attention à la tête. Vu d'aujourd'hui, ce qui étonne le plus quand on entre dans l'appareil, c'est que ce n'est pas très loin dans le passé, et pourtant cet avion est un véritable dinosaure. Ces hommes ont vécu un temps préhistorique. Rendez-vous compte, le mitrailleur de queue, obligé de rester 8 heures dans sa tourelle, dans le froid et l'obscurité. Un système qui, bien sûr, n'existe plus aujourd'hui. Pas plus que ces tourelles au-dessus de l'avion où grimpait Steve. Tout cela a été remplacé dès la fin de la guerre par des télécommandes. Puis la vitesse des bombardiers a assuré leur protection. L'idéal, évidemment, ce serait qu'il n'y ait plus de bombardements. Quoi qu'il en soit, en 1944, notre mitrailleur devait lui aussi rester 8 heures dans sa bulle de plastique. 8 heures à scruter comme un fou, le noir autour de lui, pour tenter de voir le premier, le chasseur de nuit allemand. En fait, le bombardier n'avait pas beaucoup de chance de s'en tirer quand il rencontrait un chasseur de nuit, dit Steve. Ça devait être dur d'être 8 heures là-dedans. Eh bien, je pense que quand on est jeune comme nous l'étions, très jeune, on récupère vite. Le matin d'après, nous étions en forme pour repartir.
Moi, j'étais le navigateur. J'étais à l'avant de l'avion. C'est toute une affaire pour y arriver. Et à l'époque, c'était encore plus encombré. Voilà, c'était là, le siège du navigateur. À côté de lui, le radio, avec son gros poste à lampe. Les transistors étaient bien entendu inconnus à l'époque. Son rôle, surtout appeler au secours en cas de malheur, quand le poste fonctionnait. Le bombardier était tout au bout, dans le nez de l'avion. Il était couché sur le ventre. Le bombardier disposait d'un viseur très perfectionné. En fait, la nuit, au-dessus d'une ville immense, on se demande bien ce qu'il pouvait viser. Les Pathfinder, les éclaireurs du ciel, avaient marqué l'objectif avec leurs bombes lumineuses. Il n'y avait qu'à taper dans le tas. Voilà, c'était ça la mission. Ensuite, c'était le retour, pas garanti. Un de nos avions n'est pas rentré ce soir, annoncera rituellement le communiqué. Qu'est devenu l'équipage? Est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir? On raconte des tas d'histoires. Par exemple, celle de ce mitrailleur de Lancaster qui aurait sauté sans parachute de 5000 mètres et qui serait toujours vivant. On dit qu'il serait tombé sur des sapins, puis sur de la neige. Eh bien, ce n'est pas une histoire. Cet homme, nous l'avons retrouvé. Il est revenu avec nous à l'endroit précis où il est tombé, il y a plus de 30 ans, dans cette forêt d'Allemagne. Cet homme s'appelle Nicolas Stephen Alkemade. D'une voix mesurée et calme, l'homme qui est tombé de 5000 mètres sans parachute nous raconte son incroyable aventure. Nous revenions d'un raid sur Berlin et nous traversions la zone des radars allemands. Nous avons été attaqués et incendiés par un chasseur de nuit. J'ai essayé d'attraper mon parachute, mais l'enveloppe brûlait déjà. La soie débordait et commençait à brûler, elle aussi. Ça a dû être affreux. Oui, et je ne pouvais plus tenir devant les flammes. La chaleur était terrible. Alors je me suis retranché dans ma tourelle en refermant les portes. Ma combinaison de vol était en feu. J'étais brûlé au visage et aux mains. Je me suis dit, bon, c'est la fin. Il vaut mieux sauter que rester là et brûler vif. Alors j'ai tourné ma tourelle, j'ai enfoncé les portes, et je me suis jeté dans le vide. Et je suis tombé. D'un seul coup, c'était un tel silence après tout le vacarme. Je me suis senti très calme et paisible. Il me semblait que je tombais la tête la première. Je me suis dit, eh bien, si c'est ça, mourir, ce n'est pas difficile. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Quelle pouvait être la vitesse à laquelle vous tombiez? Ça a été calculé. Le corps humain tombe à une vitesse d'environ 200 km/h. Quand il arrive au sol, habituellement, vous êtes mort. Et quand je vois ces arbres autour de moi, je me rends compte que c'était difficile de les manquer. Mais qu'est-il arrivé exactement? Vous êtes tombé sur ces arbres-là et de branche en branche, vous êtes arrivé à la neige. Je crois que les branches étaient tellement entrelacées que ça a agi comme un trampolino. Ça a retardé ma chute progressivement jusqu'à ce que je tombe dans les buissons et la couche de neige. Et la première chose que j'ai réalisée, en reprenant connaissance au milieu de ces arbres, j'ai regardé en l'air, j'ai vu les étoiles à travers la forêt et je me suis dit, Jésus-Christ, je suis vivant. Jesus Christ, I'm alive. J'étais dans un sacré état. Mon visage et mes mains étaient brûlés. J'avais le dos complètement lacéré. Des contusions multiples. La moitié de mes cheveux arrachés. Et assez d'épines et de morceaux de bois dans tout le corps pour faire un feu de joie. Mais j'étais vivant. Et je m'en suis sorti.